Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Russie bloque une demande d'enquête de l'ONU sur le massacre présumé de Moura au Mali. La demande soumise au Conseil de sécurité le 8 avril était contenue dans un communiqué rédigé par la France. Au Cameroun, les pâtissiers locaux font preuve d'ingéniosité pour faire face à la hausse des prix du blé sur le marché mondial. Ces derniers se tournent vers les farines confectionnées à base de produits locaux pour réaliser leur gourmandise. Découverte dans cette édition. Et puis, transformation agricole inclusive et relance économique. La FAO va débloquer 11 millions de dollars pour soutenir les politiques agricoles plus probantes du Burkina Faso, du Ghana et du Nigeria. La Russie, tout comme la Chine, ont bloqué la demande d'enquête indépendante du Conseil de sécurité de l'ONU sur le massacre présumé de plusieurs centaines de civils au Mali par l'armée malienne et des paramilitaires russes. Pour rappel, l'armée malienne a annoncé le 1er avril dernier avoir neutralisé 203 djihadistes à Moura, dans le centre du pays, lors d'une opération fin mars. Cependant, cette annonce faisait suite à des informations largement diffusées sur les réseaux sociaux concernant un massacre de civils dans la région. Human Rights Watch a allégué que des soldats maliens et des combattants étrangers y avaient exécuté 300 civils entre le 27 et le 31 mars. La demande d'enquête de l'ONU avait été incluse dans un communiqué rédigé par la France et soumis vendredi 8 avril pour approbation au Conseil de sécurité. Écoutons à ce propos l'analyse du politologue Omar Ba. Oui, la question qui est posée est centrale parce qu'elle renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition des grandes puissances et la quête de la redéfinition du nouvel ordre mondial balbutiant où s'oppose de façon très frontale de plus en plus l'axe occidental, Amérique, OTAN, Bruxelles, ce qu'on appelle BOA, et in fine, dans ce cas précis, la France qui prend ou propose une résolution au Conseil de sécurité qui n'est rien d'autre que le bras séculier de l'institution universelle diplomatique la plus pertinente post-Deuxième Guerre mondiale, en succession de ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias mainstream le massacre de Moura, supposé massacre de Moura, n'a pas encore été élucidé de mon point de vue, puisqu'il y a des enquêtes préliminaires qui sont en train d'être faites par le gouvernement malien. Et à ce niveau-là, la Russie et la Chine, qui sont deux puissances attachées de façon fondamentale à ce qu'on appelle le principe de souveraineté, l'intangibilité des territoires, le principe de l'utopie solis, qui est l'un des éléments majeurs de la souveraineté des États, illustre aujourd'hui de plus en plus la bipolarisation du monde, voire même sa dynamique multipolaire. Et donc, on est là dans un rapport de force, de puissance, au-delà de la question strictement humanitaire ou de droit international. Et notre questionnement va s'opérer à travers même celui qui introduit cette résolution, qui n'est rien d'autre que la France, pays leader, ancien pays colonisateur du Mali, comme du Sénégal et des pays francophones, mais dans un Mali qui lui-même aujourd'hui est au banc des accusés, aussi bien par la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, mais surtout qui réaffirme sa souveraineté nationale à travers ses autorités de transition, notamment le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Shogul Maïga. Et tous ces gens-là travaillent à l'idée de s'affranchir totalement de la tutelle française, bien évidemment. Et c'est là où, de mon point de vue, la question fondamentale, au-delà de la question droit de l'homiste, est celle d'un refus de puissance axe Moscou-Pékin, plus les émergents, bien évidemment, contre la puissance classique occidentale. C'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se redessiner et c'est le rapport de puissance qui est en train de s'opérer. Et in fine, en première et dernière instance, il faudrait que l'Afrique redresse la tête.
Toujours dans l'actualité, le pré-dialogue tchadien qui a démarré il y a 4 semaines à Doha, au Qatar, se poursuit. Cependant, les observateurs ne notent aucune avancée majeure depuis son lancement. Si la médiation qatari poursuit ses consultations avec chacune des parties séparément, à savoir la délégation gouvernementale ainsi que 3 groupes représentant au total 52 mouvements politico-militaires, elle n'a pas encore présenté son document de synthèse censé reprendre les conditions fixées par les différentes parties pour identifier les points d'accord et de désaccord. Ce document est supposé servir de base aux négociations à proprement parler, qui n'ont donc pas vraiment commencé. Face à la hausse des prix du blé sur le marché international, les boulangers et pâtissiers africains sont à la quête de solutions alternatives. À Yaoundé, Catherine Etamendoki prône la pâtisserie Made in Cameroun réalisée à base de farine locale. Patates douces, manioc, plantain, la pâtissière utilise la semoule de ses produits locaux pour créer des gourmandises inédites. Découverte dans ce reportage de Séverin Douque. Sur cette table, une variété de mignardises, reconnaissables des amoureux de pâtisserie par leur texture ou leur parfum. Mais tenez-vous bien, ceux-ci sont faits à base de farine de patates, de manioc ou encore de plantain. Des produits locaux. Grâce à une technique propre à elle, Catherine, dans sa cuisine transformée en laboratoire, donne vie à ses créations. Gaufres, brioches, muffins ou encore du pain, il en sort de tout. Je fais beaucoup comme j'ai dit, de pâtisserie avec ces farines-là. Que ce soit le plantain, patates, maïs, manioc, que je commercialise aussi aux particuliers et hors du territoire camerounais. Comptable de formation et amoureuse de pâtisserie, Catherine a fait le pari de l'alternative à la farine de blé par de la farine dérivée des produits de son quotidien, plus accessible et surtout plus sain à son goût. Les farines locales, ce sont des farines sans gluten. Donc, un diabétique peut les consommer. Un individu lambda aussi peut consommer sans problème. Acheter la farine de blé, c'est vrai, par rapport à la farine locale, coûte moins cher. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Tout comme Catherine, des boulangeries ont pris le taureau par les cornes. Désormais, sur les étals, on y retrouve des produits faits à base de farine locale. Si les populations saluent cette initiative, les prix pratiqués demeurent leur plus grande préoccupation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé une nouvelle phase de son initiative clé de suivi et d'analyse des politiques agricoles. Celle-ci est axée sur le soutien aux réformes dans 8 pays d'Afrique subsaharienne confrontés à un éventail de défis mondiaux. 11 millions de dollars ont notamment été approuvés par la FAO pour soutenir les politiques agricoles plus probantes du Burkina Faso, du Ghana et du Nigeria. Les précisions de Samantha Sabiro. Afin de soutenir le processus de réforme agricole, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO a lancé mercredi 6 avril 2022 la 3e phase de son initiative de politique agricole dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un appui de 11 millions de dollars. Ce don a été cofinancé par la fondation Bill and Melinda Gates, l'Agence des États-Unis pour le développement international ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas. Le programme BAFAB a porté des fruits et a eu des impacts positifs sur l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il a contribué à l'amélioration de l'information sur l'agriculture et a permis aux décideurs politiques africains ainsi qu'à leurs partenaires de disposer d'outils qui les manquaient pour formuler des politiques agricoles appropriées et pertinentes. Il a contribué, entre autres, à améliorer les capacités institutionnelles des pays en matière de suivi et d'analyse des données agricoles et à stimuler le débat public. Ce programme de gestion et d'analyse des politiques alimentaires et agricoles couvre 8 pays d'Afrique dont le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria entre autres. Parmi les principaux objectifs du programme figure l'identification des domaines prioritaires pour augmenter les investissements, accroître la transparence des marchés et du commerce, sans oublier la volonté de transformer le monde rural afin qu'il soit plus inclusif avec des systèmes agroalimentaires pour tous. La FAO, dans sa nouvelle politique, doit encourager et appuyer l'appropriation nationale du MAFAB et son transfert au pays pour sa pérennité, car il s'agit de missions régaliennes de l'État qui relèvent de la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture. Pour ce faire, la FAO doit apporter
un appui matériel et institutionnel aux États. À travers ce financement, les donataires espèrent développer de nouveaux outils politiques et une modélisation économique avancée pour aider les gouvernements à déterminer si les budgets consacrés à l'alimentation et à l'agriculture sont dépensés de manière optimale. À Cotonou, capitale économique du Bénin, les tenanciers de boutiques, bars et restaurants situés sur la ceinture de l'esplanade du stade de l'Amitié Générale, Mathieu Kérékou de Kounou, mettent les bouchées doubles pour libérer les lieux. Le gouvernement a décidé de la démolition de ces boutiques, bars et restaurants afin de réaliser des travaux de construction d'une zone commerciale moderne centrée sur le textile, la bijouterie et les cosmétiques. Décision loin de faire l'unanimité car elle implique le licenciement de nombreux employés. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. À Cotonou, les tenanciers de boutiques, bars et restos sont tenus de quitter la ceinture du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Kourounou avant le 18 avril 2022, date du nouveau délai accordé par les autorités. Sur les lieux, certains bars, restos et banques sont fermés et d'autres demeurent ouverts. Peu de promoteurs de bars, restos ont pu faire leurs valises pour changer de lieu. Cependant, de nombreux tenanciers sont dans le désarroi parce que n'ayant pas encore trouvé un nouvel emplacement pour se reloger. C'était le 31 mars que le préavis avait porté. Mais ensuite, on a dit bon, que vous avez jusqu'au 18 pour quitter. Donc, c'est à ce dernier délai que nous nous apprêtons maintenant. Ce site attractif qui abrite des maquis, bars et restos génère en moyenne 1500 emplois. À l'instar de plusieurs gérants, Daak Bandé Gapi, hôteliers-restaurateurs, promoteurs de 3 bars dont l'un existait depuis une décennie au stade de l'Amitié, se retrouvent contraints de licencier plus d'une 50aine d'employés avant l'échéance. Je voudrais bien que notre cher très président pense à nous au moment opportun, peut-être de nous trouver un site pour nous installer, soit si peut-être on n'est pas encore prêt à aménager tout l'endroit, on peut nous laisser une partie pour ceux qui ne sont pas dans le cas, d'exercer leur commerce pendant un temps donné. Ça peut être 6 mois, pourquoi pas 1 an, 2 ans ou plus, de bien se préparer. Parce que ce n'est pas bien de ramasser les choses et aller dormir à la maison, non seulement le promoteur, aussi qui a des charges, et aussi les employés qui travaillent là, imaginons un peu là aussi état d'âme. Selon l'association des tenanciers de bars, maquis et restos du stade de l'Amitié, il y a au total près de 54 bars et environ 405 boutiques sur le ceinturage du stade de l'Amitié. A noter qu'après démolition de ces établissements, les travaux de construction d'une zone commerciale moderne centrée sur le textile, la bijouterie et les cosmétiques devraient démarrer. Direction Bukavu, située à l'est de la République démocratique du Congo. Des milliers de bouteilles en plastique jetées dans la rivière Ruzizi obstruent régulièrement les turbines de la centrale hydroélectrique de la ville depuis de 200 000 habitants. Ces dysfonctionnements plongent régulièrement Bukavu dans l'obscurité. Mais un entrepreneur congolais a décidé il y a 7 ans d'apporter une solution à ce problème. Gladys Mamba. Recycler les déchets plastiques pour assainir la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'ambitieux objectif que s'est fixé Elima Panzi Mataboro il y a 7 ans, en créant son entreprise de transformation de déchets plastiques en dalles bon marché. Il a fait du problème du plastique un atout pour la ville, en créant autour tout un écosystème. Nous sommes en train de travailler dans la ville de Bukavu où jadis, il n'y avait aucun système de gestion des déchets préétabli et nous sommes en train de contribuer pour qu'on puisse implanter un bon système de gestion des déchets, contribuer à rendre propre et assainir la ville de Bukavu en premier lieu et assainir les lacs Kivu et la rivière Ruzizi en deuxième lieu. La ville de Bukavu ne dispose pas de poubelles publiques. Les habitants jettent les déchets dans les caniveaux et en temps de pluie, tout finit dans les courants d'eau. Une nappe compacte de déchets plastiques se forme en permanence sur la rivière Ruzizi, à l'extrémité sud du lac Kivu. Ces milliers de déchets ménagers obstruent le fonctionnement des turbines de la centrale hydroélectrique située sur la rivière. Ces dysfonctionnements provoquent régulièrement des délestages. Nous sommes conscients que les déchets de la ville de Bukavu, une ville qui a environ 1 600 000 habitants et qui produit 600 tonnes de déchets par jour,
mais qui n'a pas un dépotoir approprié et où la population n'est pas très consciente des conséquences de son comportement, il y a beaucoup de défis à relever, nous en sommes conscients, mais nous y travaillons. Cette situation est loin d'être unique en Afrique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que 70 à 80% des déchets solides municipaux générés sur le continent africain sont recyclables, mais seulement 4% d'entre eux sont actuellement soumis à ce processus. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.